En calcul, on a l'habitude de faire un truc. On a la distance, on trouve la vitesse. Facile. Mais et si on faisait le chemin inverse? Imaginez, on connaît la vitesse, à chaque instant, et on veut retrouver le chemin parcouru. C'est un peu comme remonter le temps, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Allez, pour que ce soit bien concret, imaginons une voiture. Sa vitesse, à n'importe quel moment tx, c'est, disons, 2x. La question est, quelle distance a-t-elle parcouru? Bon, on cherche une fonction dont la dérivée donne 2x. Spontanément, qu'est-ce qui vient à l'esprit? X au carré, bien sûr. C'est ça, non? Eh bien, cette question, aussi simple qu'elle paraisse, nous plonge au cœur même du calcul intégral. Voilà, on vient de mettre le doigt dessus. C'est ça, le problème inverse du calcul. On ne va plus de la fonction à sa dérivée, non, on fait tout le trajet à l'envers. Pour résumer, c'est comme s'il y avait deux mondes. D'un côté, ce qu'on connaît bien, le calcul différentiel. On a une fonction et hop, on cherche sa pente, sa dérivée. F de x devient f' de x. Mais aujourd'hui, on bascule de l'autre côté du miroir. On part de la pente, de f' de x, et on veut retrouver la fonction d'origine. C'est vraiment le processus inverse. Bon, d'accord, mais quel est l'outil mathématique qui nous permet de faire ce tour de passe-passe? Eh bien, ça porte un nom, c'est la fonction primitive. Allons voir la définition formelle, histoire de mettre les choses au clair. Alors voilà ce que ça dit. Une fonction, qu'on va appeler grand F, est une primitive d'une autre fonction, petit f, si et seulement si deux conditions sont là. La première, grand F doit être dérivable, ça c'est la base. Et la deuxième, qui est vraiment le cœur du sujet, quand on dérive grand F, on doit retomber exactement sur notre petit f de départ. F' de x doit être égal à f de x. C'est tout. Regardons cet exemple pour que ça rentre bien. Disons que notre fonction de départ, f de x, c'est cosinus de 2x. Une primitive possible, nous dit-on, c'est f de x égale 1/2 de sinus de 2x. Alors, est-ce que ça marche? Vérifions. On dérive 1/2 de sin 2x, bon, la règle de dérivation enchaîne, ça nous donne 1/2 fois la dérivée de sinus de x, qui est cosinus de x, fois la dérivée de ce qu'il y a dedans, 2x, donc fois 2. Le 1/2 et le 2 s'annulent, et qu'est-ce qui reste? Cosinus de 2x. Parfait, ça marche. Mais attention, là on touche à une subtilité qui est assez fascinante. Parce que la réponse qu'on cherche, eh bien elle n'est pas unique. Pas du tout même. Reprenons notre exemple, cos 2x. Est-ce que 1/2 de sin 2x est vraiment la seule et unique solution, la seule fonction dont la dérivée est cos 2x? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors regardez bien ça. Si on dérive 1/2 de sinus 2x plus 10, qu'est-ce qui se passe? La dérivée de 10, c'est 0, donc on retombe sur cosinus 2x. Et si on dérive 1/2 de sinus 2x moins 100, pareil, la dérivée de moins 100, c'est 0. En fait, peu importe la constante qu'on ajoute, elle disparaît à la dérivation. Ce n'est donc pas une primitive qu'on a trouvée, mais toute une famille. Et voilà le point crucial à retenir. Une fois qu'on a trouvé une primitive, grand F de x, on les a toutes. Il suffit juste d'ajouter une constante, n'importe laquelle. On l'appelle ici lambda, mais ça pourrait être n'importe quelle lettre. F de x plus lambda, ça représente l'ensemble de toutes les solutions possibles. Ok, donc on a compris qu'il existe une infinité de primitives qui ne diffèrent que par une constante. Maintenant, changeons un peu de sujet et intéressons-nous à un théorème qui va nous donner des garanties assez incroyables sur le comportement des fonctions. C'est le fameux, le célèbre théorème de Rolle. Pour bien comprendre ce théorème, on va utiliser une image toute simple. Imaginez qu'on parte en randonnée. On part d'un point A, on arrive à un point B. Et la condition, c'est que ces deux points soient exactement à la même altitude. Le départ et l'arrivée se font à la même hauteur. Ça, c'est la première condition clé. Alors, pour que le théorème de Rolle fonctionne, il y a 3 règles du jeu, 3 conditions à remplir. Premièrement, le chemin doit être continu. Pas de téléportation, pas de trou. Deuxièmement, il doit être lisse. Pas de virage en angle droit, pas de pic tout pointu. En maths, on dit dérivable. Et troisièmement, on l'a déjà dit, on part et on arrive à la même hauteur, f de A égale f de B. Et si et seulement si ces 3 conditions sont réunies, alors le théorème de Rolle nous fait une promesse, une sorte de garantie. Il nous dit, alors, il existera au moins un endroit sur le chemin, un point C, où le sentier sera parfaitement plat. En langage mathématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pente, la dérivée, f' de C, sera égale à 0. Et visuellement, c'est d'une logique implacable. Si on part d'une altitude et qu'on arrive à la même altitude et que le chemin est bien lisse, on a bien été obligé de monter, puis de redescendre, ou l'inverse, non? Eh bien, au sommet de la colline, ou tout au fond du creux, il y a forcément un moment où ça s'aplatit, un instant où la pente est nulle. C'est exactement ça que le théorème garantit. Et attention, cette condition de chemin lisse, de dérivabilité, elle est absolument cruciale. Regardez la comparaison. À gauche, la courbe est belle, douce, et on trouve bien un sommet plat. Le théorème s'applique. À droite,
On a un pic, un angle bien pointu. Même si on part et qu'on arrive à la même hauteur, il n'y a aucun endroit où la pente est nulle. Le théorème ne marche pas. Tout simplement parce que la fonction n'est pas dérivable à cet endroit précis, au sommet. Bon, ok. C'est bien joli tout ça, les primitives, le théorème de Rolle, mais la question qu'on se pose tous, c'est concrètement, à quoi ça sert? Où est-ce que ça nous mène tout ça? Eh bien, voilà la réponse. Maîtriser les primitives, ce n'est pas juste un petit jeu intellectuel pour s'amuser. Non, c'est la clé. C'est la compétence fondamentale qui va nous ouvrir la porte du prochain grand chapitre du calcul, mesurer l'air sous n'importe quelle courbe. Oui, n'importe laquelle, aussi tordue soit-elle. Alors je termine avec cette question pour la route. Maintenant qu'on entrevoit la puissance de cet outil, si on pouvait mesurer l'air de n'importe quelle forme, n'importe quelle surface, que ce soit en physique, en architecture ou même en art, par quoi commencerait-on? Quelle serait la première aire complexe